Le dépanneur. Bonjour, je m'appelle Jean Racine. À l'émission aujourd'hui, Monique Lapointe, c'est toujours pas facile de retracer ses parents naturels. Même en 1997, Jean, c'est parfois encore comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Jamais vraiment perdu espoir. J'ai toujours dit, pourtant, à un moment donné, je peux pas croire que ça arrivera pas un jour, que j'aurai pas la chance. À chaque fois que je vois une émission, que je vois quelqu'un qui retrouve pour moi, ça me drôle. Mais je me dis, un jour, j'aurai mon tour. Aline Martin, qu'on vient d'entendre, est née le 30 juin 1945 à la maternité Ouellette de Québec. Et le jour même, elle a été transférée à la crèche Saint-Vincent-de-Paul sous le nom tout à fait fictif de Louisa Romain. Alors, 4 mois plus tard, elle a été adoptée et elle n'a toujours pas retrouvé sa mère. Elle n'est pas la seule dans ce cas-là. Monique Lapointe, il y a un mouvement assez important dont l'objectif est justement de retrouver les parents naturels des enfants abandonnés. On en entend parler depuis d'ailleurs un certain temps de ça. Ben, il y a le mouvement Retrouvailles, entre Voilà. autres. Mais dans ce cas-là, les deux, c'est-à-dire que pour que le mouvement Retrouvailles s'en occupe, il faut que les enfants et les parents, que les deux fassent la demande. Ah bon? Mais il y a beaucoup d'enfants, justement, qui cherchent unilatéralement de la même chose que des mères qui cherchent unilatéralement. C'est le cas d'Aline. Faut dire qu'entre 1940 et 1970, il y a eu énormément d'enfants qui ont été laissés en adoption, qui ont été abandonnés, entre guillemets. On évalue ça entre 200 000 et 400 000. Et parmi ceux-là, il y en a un bon nombre qui ont même jamais été adoptés. Alors, il y en a beaucoup, comme Aline, qui cherchent encore désespérément leurs parents biologiques. Mais Aline, par exemple, pourtant, dès 1980, elle s'était procuré ce qu'on appelle ses antécédents biologiques. Alors, quand ils m'ont répondu, qu'ils m'ont donné l'âge de ma mère, son origine, canadienne française, l'origine de mon père, c'est comme si j'avais gagné le million. Si j'avais au moins un petit détail sur moi que je ne connaissais pas auparavant. Alors, j'étais tellement contente d'avoir un petit peu que j'avais. Il me semble que pour moi, ça valait beaucoup. On disait, Monique, antécédent biologique. Vous allez nous expliquer ce que c'est exactement. Ben oui, vous en avez, Jean. Ben, je suis Hein? certain que j'en Bon, ai. alors ça, les antécédents biologiques, ce sont des informations très, très succinctes. Couleur des yeux de la mère, J'en ai. couleur des cheveux, quel était le métier de la mère à la naissance, le nombre d'enfants, des choses de ce type-là, son métier, mais toujours à la naissance seulement de l'enfant. Donc, quand les enfants ont 30, 40 et 50 ans, il y a beaucoup de choses qui ont évolué depuis ce temps-là. Comme la couleur des cheveux, entre Donc, autres, ça peut avoir grisonné un peu. il y a toutes sortes de choses. Non, Donc, c'est tout ce qu'on leur donne à ces plus stable. enfants-là. Bon, oui, donc c'est tout ce qu'on leur donne. Alors, sans compter que ces informations-là, très souvent, surtout à l'époque des années 40, 50, 60, elles étaient parfois ou bien fausses. La mère pouvait donner un faux nom. Elles étaient souvent incomplètes et ça dépendait de ce que les institutions donnaient. Ça dépendait aussi de ce que les mères voulaient bien raconter. Puis, il faut pas oublier qu'il n'y avait pas d'assurance maladie. Alors, il y a même des mères qui ont donné le nom d'une amie, qui ont donné des faux noms Ouais, et tout ça. l'identification à l'hôpital n'était pas Était aussi pas aussi précise. précise Donc, ça qu'aujourd'hui. rend le problème encore plus criant. Et comme le plus fort des naissances est entre 1940 et 1960, les gens ont il y a une foule de ces personnes-là adoptées qui sont très, très angoissées en ce moment parce que si la mère meurt, ils ne pourront plus jamais savoir quoi que ce Le soit dossier sur va être fermé. eux-mêmes. Le dossier est fermé à cause de toutes les lois là, sur la protection de la vie privée. Oui. Qui s'occupe de retracer les mères? Bon, ben, les maires, ce sont les centres jeunesse qui s'occupent de ça. Les centres jeunesse, qui sont responsables de toutes sortes de choses, mais entre autres de la protection de la jeunesse comme telle. Ils se chargent aussi de l'adoption. Donc, c'est eux qui se chargent de retracer les parents des enfants qui sont en quête de parents, si on veut. Ils ont un personnel minimum. Dans la région Mauricie-Boisfranc, par exemple, où il y a eu beaucoup d'enfants qui ont été laissés en adoption pour toutes sortes de raisons. Il y avait des hôpitaux, il y avait des crèches, il y avait toutes sortes de raisons conjoncturelles. Ça peut prendre encore jusqu'à 1 an pour obtenir ses antécédents biologiques, le petit minimum là, de ce dont je vous parlais tout à l'heure. Ensuite, ça prend un bon moment encore pour retracer la mère. Il faut lui demander son autorisation, organiser les retrouvailles. C'est pas évident. Claude Bilodeau est directeur général de l'Association des centres jeunesse du Québec. Il y a 10-15 ans, je vous dirais, c'était beaucoup moins présent comme problématique ou comme demande. Depuis les 10 dernières années, ça s'est amplifié beaucoup. Il y a eu des demandes importantes. Je me souviens à un moment où j'étais directeur de la protection de la jeunesse à Montréal, qu'on avait une liste d'attente de ce qu'on appelle les retrouvailles, c'est-à-dire une fois que les deux parties ont accepté de se voir, une liste d'attente de 18 ans, ce qui équivalait à un non-service. Il y a une dizaine d'années de ça. Oh, même pas, il y a 5 ans. Il y a à peu près 5 ans. Donc, ça équivalait à un non-service. Parce que au Québec, on dit toujours que c'est la gratuité et l'universalité.
Donc, si vous n'avez pas les effectifs nécessaires, c'est nécessairement des listes d'attente. Et c'est à partir de là qu'il y a 4-5 ans, à la fois les centres de l'Estrie de Montréal avaient un petit peu mis sur la place un projet pilote, se voulait pilote, où il y avait une contribution des usagers, c'est-à-dire des gens qui souhaitaient retrouver. Il y avait une contribution financière de leur part. Et l'objectif, c'était simplement de débloquer cette liste d'attente et ce non-service à l'ensemble des gens. Et ce projet pilote dont nous parlait Claude Bilodeau, le directeur général de l'Association des centres jeunesse du Québec, Monique, il a été élargi progressivement à toute la province. Un gros projet pilote, hein? Oui, oui, pilote à l'échelle de la province. Mais pourquoi il y a eu une augmentation aussi forte de la demande, là, il y a 10 ou 15 ans? Bon, ben avant, là, on ne pouvait pas demander unilatéralement de chercher où son enfant ou sa mère. Vraiment, là, c'était difficile. On ne pouvait pas faire les recherches pour vous, en tout cas de façon très, très légale. Et en 84, il y a eu une brèche dans cette demande-là. On a démontré, ça fait une espèce de cas de jurisprudence, que d'appeler un parent, par exemple, pour lui dire que son enfant le cherchait, ça n'était pas une atteinte à la vie privée parce que ça n'était pas de la sollicitation. C'est-à-dire qu'on lui forçait pas la main, on lui imposait pas C'est les ça, on présentations le des harcelait retrouvailles. pas, quoi que ce Voilà. soit. Par contre, si le parent refuse de rencontrer l'enfant et même s'il refuse d'actualiser les renseignements, parce que ça peut être fort utile de savoir, hein, on l'a dit tout à l'heure, il y a plein de choses qui peuvent changer. Là, vous ne pouvez pas insister. Donc, c'est assez crucial quand même. Oui. Et le service qui est payant coûte combien? Ben, le service payant, ça, c'est un service à 3 étapes. À partir du moment où on a retrouvé vos fameux antécédents biologiques, là, vos données de base de départ, sans nom, rien de ça, on vous offre le service en 3 étapes qui peut coûter jusqu'à 450 $. On l'évalue à 1 200 $ mais jusqu'à présent, le gouvernement finance partiellement, finance l'écart entre le 450 et le 1 200 parce qu'on remet les dossiers à des professionnels de pratique privée. Donc ça a désengorgé le système, mais le temps d'attente est encore souvent, genre, de quelques années et les listes d'attente sont assez fortes. J'ai des chiffres qu'il faut prendre avec un grain de sel parce que ça fluctue beaucoup, mais au début de 1996, par exemple, dans l'ensemble de la province de Québec, il y avait 7 700 personnes qui étaient en attente de retrouvailles, là. Donc, c'est un bon chiffre. Et Lucie Deslauriers nous parle de ça, justement. Elle est coordonnatrice des services antécédents biologiques et retrouvailles au Centre jeunesse Mauricie-Boisfranc. Le service devenant payant, on a pu se permettre d'évacuer plus rapidement. Et comme il y avait une longue liste d'attente, partout dans la province, on a dû penser, de partout, je vous dis, les 3 gros centres, Oui. Québec et Trois-Rivières, on a dû pencher par période d'année. Comme nous, à la première étape, on a traité les dossiers de gens qui s'étaient inscrits de 1976 à 1980. À la deuxième étape, Ça, quand vous avez traité ça, à quel moment ces il y a dossiers-là? 4 ans maintenant. D'accord, Les parfait. dossiers de 1976 qu'on n'avait pas trouvés, mais je tiens à préciser aussi, c'est seulement depuis le 1er janvier 1994 qu'il y a eu un amendement à la loi qui nous permet maintenant d'avoir accès à la RAMQ et les enregistrements démocratiques du Québec aussi, qui sont des choses strictement confidentielles. D'accord. Donc, vous avez traité 76 et 80. Oui. Aujourd'hui, je pourrais vous dire que depuis 3 ans, actuellement, on est en train de finaliser des gens qui sont inscrits en 1994. D'accord. Et l'an prochain, on devrait être en mesure de commencer à l'automne prochain. On devrait normalement être en mesure de faire 95, 96, 97. Et après, il devrait y avoir de l'exercice en principe. Alors, Lucie Deslauriers du Centre jeunesse Mauricie-Boisfranc est encore à régler les demandes faites en 1994. Elle n'est pas sortie du bois, Mme Deslauriers. Non, elle n'est pas sortie du bois, mais il faut dire aussi que les renseignements auxquels ils ont accès, les gens des centres jeunesse, ils peuvent pas avoir accès aux services de police et tout ça. Ils ont accès aux bottins téléphoniques, évidemment, de l'Amérique du Nord. Ils ont accès aux enregistrements du Québec, on l'a dit, au dossier, l'État civil, au dossier de la Régie d'assurance maladie du Québec depuis peu, elle l'a dit, Mme Deslauriers, et puis des résumés seulement, hein, des dossiers d'adoption et des dossiers d'hôpitaux. Donc, c'est assez limité. Mais l'avenir, Jean, dans tout ça, malgré tout, est encore incertain. Claude Bilodeau, qui est directeur de l'Association des centres jeunesse du Québec. Dans ce domaine-là, il y a toujours eu des listes plus importantes parce qu'il n'y avait jamais eu de financement à la hauteur des demandes. Depuis le projet pilote, évidemment, ça l'avait soulagé, ça l'avait aidé. Parce que les gens paient les demandeurs. Notamment. Avec le projet pilote qui probablement ne sera pas renouvelé sous l'angle financier de la part du ministère. C'est-à-dire que le ministère finançait une partie des projets pilotes à travers le Québec, mais l'an passé, ils ont signé
signifié qu'il prolongeait cette aide financière-là pour 1 an. C'est-à-dire qu'en principe, ça devrait se terminer en mars 97 et à partir de 97-98, l'année financière, il n'y a plus la part du ministère. Donc, les gens vont payer beaucoup plus cher. Ben, les gens vont payer plus cher ou on va reconstituer des listes d'attente. Là, on a un problème. C'est-à-dire, les centres jeunesse actuellement, je vous dirais depuis quelques mois, selon les gens, essaient de voir quelle alternative ils prennent. Comment ils peuvent, en collaborant avec des organismes communautaires du mouvement Retrouvailles, amener un service qui est à la fois respectueux des lois, mais qui est correct ou qui... Bon. Mais les gens, le débat se passe actuellement. Bien, il y a peut-être un problème d'engorgement, là, un manque d'effectifs et tout ça, Monique, mais dans le fond, est-ce que le problème n'est pas tout simplement légal? Ben, on l'a dit plus tôt, Jean, pour protéger le droit à la vie privée des parents ou des enfants, là, selon le cas, selon qui fait la demande, là, on ne peut faire à peu près, on ne peut à peu près rien faire sans l'autorisation de la partie qui est cherchée. Alors, avant de poursuivre, je vous fais entendre un petit extrait de l'expérience d'Aline qu'on a entendu au début. La loi est comme ça. Tout le monde a droit à connaître son origine, sauf les adoptés. Alors, pour nous, tout est fermé partout. Je regarde, moi, je faisais beaucoup de recherches en généalogie parce que pour moi, c'est un besoin. Tous les antécédents familiaux, pour moi, je ne sais pas pourquoi, mais je suis vraiment attirée vers ça. Puis c'est une chose que j'aime beaucoup. Alors, j'ai fait beaucoup de généalogie pour toutes les familles de mon entourage, la Pensez-vous que c'est famille de parce mon que mari. pensez-vous que c'est parce que vous êtes adopté, justement, que vous avez une envie folle de vous occuper? Ben, c'est ça, je me disais, si je sais comment rechercher en généalogie, ça va peut-être m'aider à chercher de l'autre manière. Mhm. Mais le problème était là, c'est que quand tu arrivais dans un presbytère pour faire des recherches ou tu avais des fois une famille que tu voulais à un moment donné aller vérifier des choses, voir s'il y avait une fille qui pouvait correspondre à l'âge de ma mère aux années qu'elle était née, toutes ces choses-là. Si tu disais que tu faisais une recherche en généalogie, tu étais quelqu'un de bien, tu recherchais tes antécédents, c'était merveilleux. Mais à la minute, tu ne fallait jamais aller dire que tu étais adopté, que tu recherchais, parce qu'ils ne donnaient même pas accès au dossier, même pas au registre de l'Église. Les curés nous refusaient carrément de faire des recherches à la minute qu'on disait ça. Je me suis trompé juste une fois. Hein. Alors, face à ça, Monique, il y a des gens qui veulent changer la loi. Ben, il y a André Desaulniers, entre autres, avec quelques autres personnes. Monsieur Desaulniers, lui, il a appris qu'il était un enfant adopté à 21 ans à la mort de ses parents adoptifs. Alors, lui, il a décidé de s'attaquer à la loi. Il a présenté l'automne dernier une proposition de projet de loi qui, entre autres modifications, demanderait là, systématiquement à toutes les mères là, qui ont laissé leur enfant en adoption de remplir un questionnaire pour actualiser les données sur leur situation familiale, leur santé, tout ça, sans se nommer, par exemple. De plus, celles qui veulent absolument pas être contactées, bon, elles le mentionneraient, mais ce serait valable seulement pour 10 ans, ce refus, si on veut, et ce serait renouvelable. Aux 10 ans, on le Au 10 ans, refait on la pourrait le demande. renouveler. Alors, André Desaulniers nous parle de ça. À titre volontaire, dans le formulaire qu'il y aurait à remplir, il pourrait indiquer que leurs parents sont décédés de telle maladie, leurs grands-parents de telle autre, ou donner un portrait pour aider finalement l'autre partie à mieux connaître ses antécédents. Mais si la personne ne le fait pas de façon volontaire, vous retrouvez avec le même problème? Bien, de toute façon, à moyen ou long terme, la personne adoptée va finir par avoir ses documents. Parce que aussitôt que le parent biologique est décédé, la personne adoptée va pouvoir obtenir ses documents. Qui va se charger de ça? Parce que ça se passe pas comme ça en ce moment. Non, mais là, ça serait à mettre sur pied, mais ça serait, vu que c'est les centres de protection de l'enfance et de la jeunesse qui détiennent les dossiers, ce serait à eux de se charger de remettre les documents comme ça se passe là en Colombie-Britannique. Et Aline, qu'on a entendu à quelques reprises dans votre reportage, Monique Lapointe, est-ce qu'elle cherche encore, elle qui a recommencé ses recherches en 1980, Bon, il y a 17 ans? oui, c'est ça. Alors, de 1980 à 1985, Aline là, s'était transformée en véritable Sherlock Holmes. Là. Elle avait littéralement ratissé Edmundston au Nouveau-Brunswick C'est le lieu de naissance de de sa sa mère. mère. Et depuis ce temps-là, elle a ralenti ses recherches, mais elle espère encore, Aline. Elle a quand même continué à faire de la publicité pendant quelques années. Elle a même participé, me disait-elle, à une émission de télévision qui avait été diffusée à Edmundston. Mais pauvre Aline, quand elle est apparue à l'écran, bang, l'émetteur a cassé et puis Pas de l'émission a chance. été interrompue. Alors, Ouais. c'est pas évident. Sauf qu'on peut se demander, Jean, si vouloir trouver ses parents biologiques à ce point-là, là, ça devient pas une espèce d'obsession. Ah, c'est ce que vous vous C'est ce demandez, que vous, là, hein? je me demandais justement, C'est j'allais vous ça. poser la question. Alors, Aline nous en parle. Pour moi, personnellement, c'était plutôt un besoin.
c'est un besoin de connaître les miens, de connaître mes antécédents. Je voulais laisser à mes enfants non seulement l'héritage paternel, mais aussi l'héritage maternel. Tu comprends? Pour moi, là, savoir d'où je suis, qui je suis, d'où je viens, à qui je ressemble. Un exemple, on va des fois à l'hôpital ou quelque chose, bon, est-ce qu'il y a telle ou telle maladie dans ta famille? Je connais pas. Au début, je donnais les maladies de mes parents adoptifs, mais ça donne rien. Comment que je donnerais ces maladies-là? Ça n'a aucun rapport. Alors, tu sais, maintenant, je le dis, bon, ben là, je connais pas mes antécédents, je le dis, mais au début, je n'étais pas porté à le faire. Puis, je me dis, ben, vois-tu, il y a moi qui ne connais pas ses antécédents, mais on est maintenant en lutte à pas les connaître parce que je suis actuellement mère de 8 enfants. Alors, pour conclure ce reportage, Monique Lapointe, quelques renseignements supplémentaires sur Aline. Nous, notre émetteur fonctionne toujours. Oui, puis on est diffusé d'un On est océan à l'autre, diffusé hein. au D'accord. Au Nouveau-Brunswick. Nouveau-Brunswick. Alors, je répète un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, mais j'en ajoute. Aline Martin, elle est née le 30 juin 1945 à la maternité Ouellette de Québec. Elle a été transférée le jour même à la crèche Saint-Vincent-de-Paul sous le nom fictif de Louisa Romain. Toujours à Québec, ça? Toujours à Québec, j'imagine. Je vais vous dire honnêtement, je suis pas sûre de la crèche Saint-Vincent-de-Paul. Sa mère, elle est originaire d'Edmundston au Nouveau-Brunswick. Elle avait 23 ans quand Aline est née. Elle était secrétaire et canadienne-française. Son père était militaire, canadien-français lui aussi. Il avait 24 ans. Et j'ai même le nom du médecin accoucheur qui Allez-y. s'appelait Monsieur Paul Lévesque et qui, lui, était originaire de Montjoly. Alors, Montjoly en Gaspésie. si jamais par le plus grand des miracles, quelqu'un connaît cet enfant-là, ben, vous pouvez toujours nous appeler ici au dépanneur. Absolument, on peut offrir ce service-là et on communiquera avec Aline. Bien, notre émetteur fonctionne toujours, Sylvain?